Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être nombreux finalement, parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'interviews de grilles, de machin, de trucs. Merci d'être là. Je devais moi-même être accompagné de deux personnes qui sont indisposées aujourd'hui, donc je vais être tout seul. Mais ça ne change pas le programme. On va toujours avoir deux tables rondes comme prévu. Une première sur les services managés et pas managés, et une deuxième plus orientée fork de Postgre. On expliquera un peu ce vers quoi on veut aller, mais voilà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, du moins pour ceux à qui c'est la première fois, donc on est un meet-up entièrement communautaire. Donc, ce sont des bénévoles qui organisent des meet-up autour de la communauté de Postgre. On a bien évidemment un certain nombre de réseaux sociaux si vous voulez rester informés sur la tenue des prochains événements. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Généralement, on essaie de faire un meet-up à peu près tous les trimestres. Bon, c'est un peu difficile, mais généralement, on arrive à s'y tenir tous les 3-4 mois, en tout cas, ça passe. Aujourd'hui, le meet-up il est un peu particulier. On va organiser donc des tables rondes au lieu d'avoir habituellement des conférences. Donc généralement, on a des speakers qui viennent parler sur des sujets divers et variés. Ça peut être autour du développement, autour de l'administration de Postgre ou autour de tout ce qui entoure finalement l'écosystème de PostgreSQL. Aujourd'hui, on a voulu faire un truc un peu particulier. Donc on a plus d'intervenants que d'habitude, mais on n'a pas de présentation particulière. On va plutôt laisser les gens discuter et débattre entre eux sur deux thématiques. Voilà, c'est un peu particulier, puis on reprendra les meet-up classiques, on va dire, dans l'année. Aujourd'hui, le meet-up il est sponsorisé par trois entreprises. Donc la première, c'est Epitech, qui nous accueille aujourd'hui, donc très content. C'est la première fois et probablement pas la dernière. Le deuxième sponsor, c'est l'association Postgre France, qui régit finalement un peu la communauté en France, et qui notamment nous permet de financer aujourd'hui le recording et la diffusion de l'événement. Et le troisième, c'est Google Cloud. Il manque le logo de Dalibo. Donc Dalibo et Google Cloud financent notamment le buffet que vous aurez après le meet-up. Petite info aussi, en plus des meet-ups réguliers à Lille, il y a un événement annuel qui n'est pas lillois mais qui est français, qui s'appelle le PGD France. L'an dernier a eu lieu à Lille, mi-juin, et cette année il aura lieu, donc on a les dates, c'est le 3 et 4 juin, si vous voulez déjà booker vos calendriers. Et pour la localisation, ce ne sera pas Lille, mais ce sera pas très loin. Je ne peux pas forcément en dire plus parce qu'on n'a pas encore officialisé officiellement les choses, mais voilà, sachez que ce ne sera pas très loin, donc pour vous Lillois, ce sera relativement simple de s'y rendre. Et puis on va démarrer. Je vais accueillir nos premiers intervenants, Thomas, Julien et Léo. Alors, vous allez voir, je vais avoir deux casquettes aujourd'hui, une première où je vais animer cette table ronde et la deuxième où j'y participe. Ça va bien se passer. Il te manque un jingle quand même. Ouais, c'est tout ça. Si quelqu'un sait chanter. Julien. Hop. Tac. On y va. Déjà messieurs, bonjour, je vais vous présenter un par un, je vais présenter le sujet puis je vais présenter les intervenants histoire que tout le monde sache à qui on s'adresse et de quoi on va parler. Donc le sujet d'aujourd'hui s'intitule Self-Manage ou pas, pour qui, pourquoi et pour quelles entreprises. Dans ce premier sujet, on va parler de quelque chose qui fait couler pas mal d'encre, alors plutôt de pixels en 2025. On va débattre de la meilleure façon d'opérer PostgreSQL en 2025. Donc bien évidemment, on va discuter de cloud, on va discuter d'automatisation, de scripting, on va discuter du métier de DBA et de plein d'autres choses. Les invités de cette table ronde, ce sont des DBA, des managers ou encore des ops qui sont tous autour de l'écosystème Postgre mais qui n'ont pas forcément, même pas du tout le même métier. Donc ils vont forcément avoir des avis différents, peut-être divergents ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, on va essayer de susciter un débat autour de ces sujets-là. Donc aujourd'hui, on accueille Julien Charlot, qui est Head of Database chez ADO. C'est notamment la holding de Leroy Merlin, Bricoman et d'autres enseignes du bricolage. Julien, c'est pas un DBA, mais dans son équipe, il en a vu passer des dizaines.
Et au-delà de ses qualités de gardien de football, il a développé un certain talent pour la stratégie autour des bases de données. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Le deuxième intervenant, c'est Thomas Bousquet, qui est DBA senior chez Miracle. Miracle, c'est une plateforme, tu m'interromps si je me trompe, mais qui est une espèce de marketplace as a service. C'est un ancien décathlonien, un peu plus de 15 ans, il me semble. Sa passion pour la technique, elle a commencé à une époque où la version de Postgre avait moins de 2 digits. Donc ça commence à faire un bail, pour ceux qui sont pas forcément au courant. Et au-delà de son super pouvoir de pouvoir animer les chorales des mariages de ses anciens collègues, c'est sans aucun doute sa fidélité à la communauté qui le caractérise. Et enfin, le troisième intervenant, c'est Léo. Léo, enchanté, on ne sait pas encore, on ne se connaît pas directement. Léo, c'est un SRE chez Payfit, une entreprise qui propose des outils de SaaS pour faire de la gestion de PRH. On ne parle plus. Et si j'en crois ton profil LinkedIn, tu as un peu touche à tout côté base de données. Même si j'ai vu pas mal de MongoDB et de MySQL, j'ai bien compris que Postgre c'était quand même un truc qui te parlait pas mal. Tout à fait. Voilà pour l'intro. Ça c'était mon intro personnel pour vous. Je vais vous proposer dans un premier temps de chacun de votre tour donner brièvement votre intro si j'ai loupé des choses, votre entreprise, mais surtout ce que vous faites dans l'entreprise avec Postgre, si c'est du manage, si c'est pas du manage, etc. Et ensuite on démarre. Julien, si tu veux commencer. On cite les partenaires avec qui on travaille ou on reste générique Non, tu peux, il n'y a pas de souci. Donc moi c'est Julien Charlot. Ça fait une petite vingtaine d'années moi que je suis dans le digital. Une première partie de carrière plutôt dans la partie du développement, donc du développement Java. Et puis la deuxième partie, depuis une petite dizaine d'années, dans la tech et plutôt dans le monde des bases de données. Voilà, donc ADO c'est la maison mère de Leroy Merlin. Et nous, ce qui est important pour ce sujet, c'est qu'en 2018, on a assumé que pour être un retailer compétitif qui se développe sur le marché, on devait absolument être une entreprise tech. Sans la tech, on ne pouvait pas se développer sur le marché en combinant en fait, les forces qu'on avait dans le magasin, mais aussi ce qu'on peut faire, devenir une entreprise plateforme et aller sur la partie marketplace, omnicommerce. Donc toute cette partie-là, on a vraiment boosté la tech. Et c'est en 2018 du coup qu'on a lancé une vraie stratégie vers le cloud et une stratégie de transformation de nos applications. Donc on n'a pas été sur le cloud pour dire qu'on allait sur le cloud, donc en limitant au maximum le lift and shift, mais en redéveloppant toutes nos applications. Et pour booster notre transformation, à cette époque, on a fait le choix d'aller sur des services managés. On n'avait pas d'expérience sur le sujet à l'époque. Et un des choix, après du coup, je ne vais pas développer trop maintenant, mais une vraie raison en fait, de ce choix des services managés, donc on a travaillé avec Even à l'époque, dès 2018, qui est une entreprise finlandaise spécialisée dans la gestion des bases de données open source. Et du coup, ce choix nous a permis, nous, de se concentrer sur la transformation du métier, notamment des DBA, pour aller vers la partie architecture, développeur, DevOps. Donc on a lancé une vraie transformation et à se concentrer sur comment on intégrait la base de données au service de cette transformation tech et se détachant un peu du métier de DBA. Merci Julien. Thomas ? Donc chez Miracle, on utilise principalement Postgre comme moteur de base de données. On a 300 marketplaces pour nos clients. Donc c'est 300 copies de la même base de données. Donc on avait un gros besoin d'automatisation pour pouvoir développer facilement, déployer facilement la solution pour chaque client. Et il y a 2 ans, on a fait un gros chantier de réautomatisation de notre process. On utilisait des stacks qui étaient basés sur Ansible et Terraform avant pour pouvoir déployer des machines virtuelles, installer du Postgre et configurer l'instance de Postgre, pardon, un petit chat dans la gorge, afin de pouvoir mettre à disposition des versions de ces instances de base de données pour migrer complètement vers une approche plus dans les conteneurs. Et on utilise donc la solution Cloud Native PG, qui est une solution open source, principalement portée aujourd'hui par EDB. Elle est en sandboxing côté CNCF, donc elle est vraiment dans l'écosystème open source autour des conteneurs. Et donc on a déployé, on est en train de terminer notre déploiement avec les plus grosses machines. J'ai passé la nuit d'avant-hier dessus sur la migration pour justement avoir cet écosystème sur des conteneurs. Merci. Léo ?
Du coup, moi c'est Léo Ferlin, je travaille à Payfit. À Payfit, je vous cache pas que notre plus gros usage de base de données c'est Mongo et pas Postgre. Nous, on a commencé par faire le choix du self-hosted, donc de gérer nous-mêmes, et on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas. Que ce soit notre base Mongo principale ou nos myriades de petites bases PostgreSQL, tout simplement la maintenance n'était pas faite. Il ne s'était pas forcément bien configuré, disponibilité, est-ce que c'est nécessaire, les gens ne se posaient pas la question. Les backups, on demandait au team, on ne sait pas s'il y en avait. Donc tout ça, on s'est dit, ça ne peut pas continuer comme ça, on n'est pas en capacité de passer du temps à faire de l'ops sur ça. Et notre base principale, on avait plusieurs versions majeures de retard, je crois que c'était 5, donc ça commence à faire beaucoup. Donc on a décidé de miser sur le buy, don't build, et de se concentrer nos efforts techniques sur ce qu'on vend, c'est-à-dire toutes nos solutions de P et RH, et pas sur la maintenance d'infrastructures. À l'époque, on gérait aussi par exemple notre serveur Cube nous-mêmes, ce qui n'apportait pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Et donc on a, quelques années, fait un mouvement global vers les bases managées. Pour Postgre, on est très friand d'Aurora actuellement. Voilà, grosso modo. Aurora, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait, c'est la version managée un peu forquée d'AWS. Ok, donc visiblement il y a plutôt deux choix relativement différents. Je dirais que Thomas, où on reste un peu sur du managé, et Julien avec ADO et Payfit sont plutôt 100% managés. À ton avis, Thomas, c'est quoi le choix principal pour vous qui a été fait, du moins la raison principale qui a été faite, qui justifie aujourd'hui le fait de ne pas utiliser de service managé? Parce que vous êtes dans le cloud aujourd'hui, chez Miracle. Alors, cette solution a été envisagée, je suis en train d'écrire un article sur le sujet pour le blog de Miracle. On avait envisagé soit de remettre à jour notre stack, soit de partir vers des services managés. Alors on est présent sur toutes nos infrastructures sont 100% cloud. On est soit chez AWS, soit chez GCP, soit chez Azure. Et il nous faut une stack homogène qui fasse que la base de données elle tourne de la même façon, que le client nous demande une version Amazon ou une version Google ou une version Microsoft de la marketplace. Donc précédemment, tous nos scripts Ansible avaient des forks à droite à gauche en disant bah tiens, si je suis chez Google, il faut gérer ça, si je suis chez AWS, il faut gérer ça. Et on voulait sortir de ce paradigme de à chaque fois sortir les petits ciseaux et puis redécouper le playbook pour dire bah tiens, à chaque fois ça change, et on voulait un truc qui soit vraiment très très standard et agnostique, et puis se dire aussi régulièrement c'est des décisions qui descendent de nos dirigeants, de dire bon, on veut être présent chez un nouvel hébergeur cloud, et donc nous il faut pouvoir l'adopter le plus rapidement possible. Le dernier qu'on a fait c'était Azure, et on y a mis pas mal de temps à réussir à avoir une stack qui se comporte comme les deux premiers cloud providers qu'on avait, et on voulait sortir de cet élément-là. On avait regardé côté Haven, et quand on a commencé à chiffrer, et quand on multiplie par 300 instances, tout de suite il y a un coût économique, et autant on fait du manager sur des petits projets à la marge, le besoin une équipe a besoin d'une base de données pour une petite base, pour un truc, on va pas sortir du Cloud Native PG pour tout le monde aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois on l'aura généralisé, mais on se réserve Cloud Native PG aujourd'hui pour vraiment le gros char d'assaut où on déploie 300 fois, et pour les petits besoins à la marge, pour être rapide, là on a un module Terraform et on va popper du RDS ou du Cloud SQL en fonction des besoins d'hébergement pour les petits projets. Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on revienne, que tu viens de mentionner, c'est le ROI, du moins le chiffrage de tout ça. Donc tu dis effectivement, les services managés, quand on faisait le calcul de 300 instances, ça coûtait quelque chose. Et j'imagine que ton salaire à toi, il coûte quelque chose aussi, et celui potentiellement de tes collègues. Est-ce que, c'est une question pour vous trois, est-ce qu'il y a un ROI qui a été fait sur le choix de votre solution? Est-ce que potentiellement vous estimez que vous n'y gagnez pas forcément d'argent, potentiellement vous en perdez, potentiellement vous en gagnez, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait ce travail-là dans vos entreprises? Nous, clairement,
Quand on a commencé en 2018, on a fait des études de ROI sur les différentes offres de services managés, mais clairement, on a fait le choix pour apprendre du cloud et pour faire de manière différente. On avait déjà des très bons experts Postgre dans l'équipe. En fait, on gérait plus de 10 000 bases de données, je pense, des différents moteurs. On avait une vingtaine de personnes dans l'équipe de DBA. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller apprendre à faire un métier différent et aussi de transformer les compétences. Du coup, l'idée, c'était pas du tout de se dire on fera moins cher en faisant nous-mêmes. On est conscient qu'on ferait moins cher en faisant nous-mêmes, mais à cette époque-là, on n'a pas du tout cherché ça. L'idée, le ROI, on l'a eu sur la transformation de nos compétences, de nos ingénieurs, dont on avait des administrateurs de bases de données, qui aujourd'hui sont devenus des DevOps, certains sont devenus des développeurs, d'autres sont devenus des architectes. Donc on a vraiment fait une transformation d'entreprise et on a été chercher le ROI sur d'autres types d'actions. Par exemple, on a mis dès 2018 en place du FinOps. On a du FinOps à l'échelle où les trucs bêtes, une base de données qui a arrêté le soir ou le week-end, le développement, elle coûte 60% moins cher. Donc tout de suite, on a mis en place des mécanismes qui vont automatiquement arrêter les bases de données, les redémarrer, et on a développé ça très loin. Aujourd'hui, par exemple, on regarde l'utilisation des bases. Si on considère qu'elles sont trop grosses, eh ben, on vient automatiquement les baisser. Si on considère qu'elles ne sont pas utilisées, on les arrête automatiquement. On met des règles en place sur les utilisations. Donc on vient après contrebalancer le coût des bases par d'autres mécanismes en contrôlant mieux les usages et par exemple en mettant en place cette politique de FinOps. Léo. Je suis tout à fait d'accord. Nous, on n'a pas fait de ROI, d'analyse, clairement. C'était plus, on va dire, des personnes qui étaient assez expérimentées, qui ont vu comment on faisait les choses et qui avaient aussi de l'expérience dans le cloud et qui ont fait ces choix. Mais très clairement, nous, on est un peu dans la configuration que tu avais mentionnée plus tôt, c'est-à-dire beaucoup de petits services et de petites utilisations, où finalement, c'est vrai qu'on économiserait peut-être en tournant ça sur je sais pas, un EC2 en utilisant la version communautaire, mais de toute façon ça coûte pas très cher dans les deux cas. Ça veut pas dire que les données sont pas très sensibles et importantes, c'est juste qu'on n'a pas des très gros volumes. Et donc assez rapidement, sur même des calculs de coin de table, si on prend en compte le temps qu'il faut pour gérer tout ce qu'il faut gérer, les backups, dispo, les monitoring, briefer les teams qui vont les utiliser sur comment configurer leur base avec la solution qu'on a gérée pour gérer la conf, etc. Très vite, quelques jours de travail d'un développeur, ça dépasse le prix, la différence de prix de la solution managée. Donc, sans faire un vrai ROI très solide, on est assez confiant qu'on ne perd pas d'argent en utilisant des solutions managées. Okay. Par contre, dans une boîte où j'étais avant Payfit, là c'était complètement différent. C'était, comme tu avais mentionné, beaucoup de clusters. Et là, par contre, on a juste regardé le prix des solutions managées, regardé rapidement combien nos instances elles encaissaient en lecture-écriture, et on a tout de suite vu que la boîte ne pouvait pas survivre si on passait sur une solution managée. C'était tout simplement impossible. Ce qui importe, nous, c'est pareil, on a le même cas, on fait beaucoup d'usages. En fait, on a beaucoup de produits, comme je disais tout à l'heure, on développe nos produits, donc on a beaucoup de produits digitaux. On a plus de 5000 développeurs dans nos différentes entreprises qui travaillent ensemble. Il y a des milliers de différents produits développés. Et du coup, à chaque fois, chaque produit a son environnement, ses bases de données, ses déploiements d'applicatifs. Du coup, on a beaucoup de petites instances et on a peu de gros environnements. Je pense qu'on n'aurait pas forcément fait le même choix si on avait eu une configuration avec des gros environnements. Là, les factures peuvent effectivement monter très vite. Du coup, est-ce qu'à votre avis, il y a une solution qui est probablement plus adaptée à certains usages et à certaines entreprises, ou est-ce que le choix que vous avez fait, il est normalement applicable à n'importe quelle entreprise? Je peux répondre. Déjà, si dans l'équipe dont je fais partie, il n'y avait pas eu des experts Kubernetes, par exemple, je ne me serais pas engagé parce que appréhender les paradigmes de Kube et faire tourner sa base pour être sûr que quand on va perdre un nœud, quand on va avoir des défaillances de réseau, quand tout va bien se passer, c'est pas donné à n'importe qui et il faut être bien accompagné sur ce genre de problématique. Et je rebondis aussi sur la question précédente du ROI, c'est que j'ai eu un retour de ROI pas plus tard que ce matin, où notre nouvelle solution est moins chère que la précédente
d'avoir densifié nos machines, parce que maintenant on pop des très gros clusters avec 64 CPU, je crois, des EC2 à 64 CPU, là où avant on prenait plein de petites machines pour chacune de nos instances. Surtout avec l'explosion des coûts d'infrastructure, ça devient de plus en plus difficile de contrôler ces coûts. Je sais aussi que nous, on a aussi la chance d'avoir un partenariat de long terme avec les entreprises avec qui on travaille. La taille de l'entreprise aussi qui nous permet d'avoir des niveaux de remise, des niveaux de partenariat que toutes les entreprises n'ont pas. Et effectivement, je te rejoins, les histoires de compétences sont hyper importantes. C'est peut-être plus simple de démarrer avec un service manager pour des entreprises qui n'auraient pas les compétences. Mais à un moment donné, le service manager n'est pas magique, on peut aussi vite être enfermé, ça se gère aussi, ça s'optimise aussi, c'est pas magique, les services managers. Donc si à un moment donné on n'a pas les compétences pour bien contrôler ça, on peut se retrouver enfermé, subir les croissances de coûts, et là être complètement débordé et prendre des choix, de dire bah non mais je reviens on-prem ou je reviens en IaaS parce que ça me coûte trop cher, j'arrive pas à le contrôler. Donc si on veut le contrôler, je pense que l'une ou l'autre solution, ça dépend d'avoir les compétences. De toute façon il faut avoir les compétences pour bien le gérer. Et ça s'adapte en fonction de la stratégie d'entreprise et des compétences dans l'équipe. Justement, vous avez tous les trois plus ou moins mentionné les compétences et les équipes. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce que font vos équipes qui gèrent les bases de données, déjà s'il y en a une, et puis qu'est-ce qu'elles font au quotidien? Est-ce que ça reste des DBA qui font de l'optimisation SQL, qui accompagnent vos clients, ou est-ce qu'ils font quand même encore un peu d'infra? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Je vais commencer. Moi je suis dans l'équipe qui gère un peu les bases de données. Clairement on fait autant de l'infra que potentiellement des optimisations de query, enfin on fait même plus de l'infra. Ça dépend sur les différentes bases qu'on utilise, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui elles savent qu'elles ont une connection string pour se connecter à Postgre et elles veulent rien savoir de plus. Et il y en a d'autres qui au contraire prennent complètement l'ownership de leur base. Eux-mêmes vont se poser des questions sur l'optimisation des coûts. Donc le boulot est différent suivant à quel point les teams produits décident d'avoir l'ownership sur leur base. Sur les grosses bases, la grosse base monolithique qu'on a, par contre là on est un peu en mode justement c'est nous qui devons très attention s'il y a trop de queries à un moment donné, si ça impacte la latence de certaines API, on se retrouve à devoir le faire. Mais généralement quand on se retrouve à le faire c'est parce que personne d'autre a envie. Donc ça rebascule sur l'équipe d'infra qui gère la base. Okay. Et quand tu dis l'équipe d'infra, qu'est-ce que font ces gens-là, étant donné, parce que si j'ai bien compris, au fait de vie, tu as du service manager. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'infra sur du service manager? On fournit aux équipes produits les différentes abstractions dont ils ont besoin pour, par exemple, utiliser une base Aurora. C'est-à-dire juste si on les laisse, pas forcément toujours, ça dépend des équipes, mais si on les laisse faire, on se retrouve avec des nœuds qui n'ont pas de dispo, qui n'ont pas pensé à faire 2 instances, un truc assez basique. Est-ce qu'il y a des backups? Est-ce qu'ils sont répliqués? Ils n'ont pas forcément. Il y a des par défaut, mais est-ce qu'ils sont répliqués dans notre région? Ils n'ont pas pensé à le faire. Donc nous, on essaie de fournir l'abstraction, on passe par des modules Terraform préconfigurés, pour qu'ils puissent respecter tous nos principes vraiment fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a des prérequis pour pouvoir passer les différents audits de sécurité. On a des prérequis nous-mêmes d'un point de vue, on veut avoir des backups et être sûr qu'ils existent. Donc on s'assure que tous ces outils leur sont disponibles s'ils veulent les utiliser. Et on fait la chasse de temps en temps à ceux qui les utilisent pas ou qui ont modifié de façon à ce qu'ils ne soient pas compliant, quoi. Donc ça on fait beaucoup. Après on fait beaucoup de chasse-stop quand il y a des incidents sur quel service peut essayer de faire quelle query, reconnaître et remonter, et aider les teams à régler ce genre de soucis. Et suivant le service manager, il y a toujours du boulot à faire, même si, entre guillemets, en théorie, ça devrait être une solution clé en main. Par exemple, on utilise aussi un autre service qui s'appelle Téléport. Donc Téléport, ça se plug par exemple sur une base PostgreSQL, et ça permet à tous nos ingénieurs de se connecter sur la base s'ils ont besoin, pour un ticket, de faire une modification. Donc ça, nous, on a dû provisionner le service Téléport en local, les utilisateurs, mais derrière, on a des bénéfices, comme chaque requête lecture, elle est associée à un ticket. On ne peut pas dire à un client, on ne sait pas qui a lu vos données, on sait spécifiquement qui a lu un donné, pourquoi par rapport au ticket. S'il y a une modification, on sait d'où ça vient, et même de nos jours, des fois, il y a des incidents qui peuvent être causés par un select un peu trop hasardeux sur une mauvaise base au mauvais moment. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qu'on gagne et puis qu'on n'avait pas vraiment quand on était sur du self-manage.
Thomas, Julien, je sais que ça fait longtemps, mais du coup, la question initiale, c'était qu'est-ce que font vos équipes Nous, on a du coup plusieurs milliers de bases de données dans le cloud. On a encore des bases qu'on a gardées dans nos data centers. Et on fait aussi un peu d'IaaS dans le cloud pour certains usages qui ne seraient pas compatibles avec Service Manager, ou pour par contre des micro-usages où ça vous coûterait trop cher même d'avoir le pattern le plus bas. Et des technologies qui ne sont pas compatibles au cloud. Donc on a du coup une vingtaine de personnes dans l'équipe. On a plutôt 3 typologies de métiers. Un métier de DBA, mais des DBA comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont orientés aussi vers la partie Ops. On a donc ce métier de DBA, ce métier Ops avec la partie infra as code, et un métier plutôt de développement. Du coup, on a toute une équipe de DBA qui s'occupe de gérer les infrastructures pour tout ce qui est plutôt IaaS, d'accompagner les utilisateurs pour tout ce qui est les services managés, et donc ils font aussi les parties Ops avec les scripting, les automatisations, et une équipe de développement qui s'occupe de gérer toute l'application. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure qu'on a intégré beaucoup de services, donc on a une application qui fonctionne en interface ou en API, en Terraform, pour venir intégrer, permettre aux utilisateurs en fait, d'utiliser facilement les bases de données et les intégrer dans l'écosystème technique qu'on a, du coup avec la bonne gestion des droits, donc les bons accès, la sécurité. Si on détecte qu'une base est ouverte sur Internet, par exemple, on vient automatiquement la fermer, la gestion des whitelists, des choses comme ça, donc tout est complètement automatisé. Donc on a cette partie développement. Et donc une partie FinOps qui est hyper importante. Là, on commence à intégrer la partie analytics chez nous. Donc, par exemple, on utilise beaucoup BigQuery. Si on n'a pas des personnes qui viennent cadrer BigQuery, comme on utilise, est-ce qu'on met des quotas, est-ce qu'on met des slots, la réservation, on peut avoir des requêtes, on lance juste une requête et elle peut coûter 20 000, 30 000 euros comme ça, juste sur une exécution. Donc on a vraiment toutes ces typologies de métiers qui sont représentées dans l'équipe, que ça aille du FinOps, de l'architecture, du développement et de la partie administration DBA, mais orientée cloud. Pour moi, je suis dans une équipe SRE. On est 2 DBA et on est principalement sur les problématiques bases de données, plutôt côté exploitation que côté fonctionnel, même si régulièrement on est sur des problématiques d'optimisation de query. Il y a énormément de livraisons sur les différents microservices de la marketplace tous les jours, et de temps en temps il y a des requêtes qui n'ont plus les temps de réponse aussi bons qu'avant, et donc il faut se mettre à investiguer, débugger et voir quel est l'index qui fonctionne plus bien, ou là où il y a trop de fragmentation sur certaines tables. Donc voilà, il y a un petit peu de transversalité à ce niveau-là. Et de temps en temps, sur des gros coups de rush, aussi un peu d'accompagnement sur les collègues qui sont plus côté infrastructure, et changement de repository. On a du GAR, migration vers GAR de nos repositories d'images, de conteneurs, tout ça. Donc alors un peu couteau suisse en fonction des problématiques et des urgences. Je pense que sur les compétences, ce qui est important, il faut sortir de la croyance de si c'est un service manager, j'ai pas besoin de DBA. Au contraire, il y a une vraie notion de RACI. Le provider, il va être responsable de OK, j'ai mon SLA Levelability. Mais après, comment je gère ma politique de... tout à l'heure, on parlait de quel type de base de données, donc l'architecture, la gestion des sizing, la gestion de la performance, la gestion du contrôle des coûts. Tout ça, c'est des actions qu'on doit faire. Et par exemple, la performance, il faut quand même regarder est-ce que mes stats elles sont bonnes, comment est-ce que mes index sont défragmentés ou pas. Donc toutes ces actions-là de DBA, il faut les faire, et parfois sur Service Manager, on n'a pas le bon plugin, le bon accès pour le faire, donc il faut trouver comment on fait. Est-ce qu'on passe par une récupération des métriques, et je viens développer quelque chose à côté qui va lancer des choses automatiques sur un Service Manager alors que c'est pas trop prévu à la base. Donc on doit aussi venir faire converger un peu les modèles IaaS et PaaS, et ça peut amener des complexités, et quand on a des plateformes de manager très fermées, c'est vraiment compliqué, et on peut avoir des partenaires. Donc nous on a la chance d'avoir construit, avec notre partenaire on travaille depuis 2018, donc quand on a besoin d'une feature on peut essayer d'adapter, d'avoir des accès. Mais si on a un petit client, qu'on demande à Google, tiens je veux tel plugin pour faire ça sur ma base, ils vont nous dire non, nous on est accountable de la base, elle doit fonctionner, tu n'as pas d'accès, tu peux rien faire dessus. Et si ça ne nous plaît pas... J'avais oublié. C'est l'âge. Oui, sûrement.
Si Léo, Julien, vous êtes tous les deux dans une entreprise où vous utilisez principalement du service manager. Pour autant, j'entends que vous avez quand même toujours besoin de DBA, vous avez toujours besoin de personnes qui font de l'infra, de l'IT technique, on va dire. Mais du coup, quel intérêt, au-delà de la rapidité que vous avez eue potentiellement au début de votre transformation, à utiliser maintenant du service manager? Étant donné que j'ai l'impression que ça ne vous décharge pas d'un certain nombre de tâches à côté. Si, je pense que ça décharge certaines tâches. Par exemple, je vérifie pas mes backups religieusement comme j'ai pu le faire quand on avait un cluster de 50 Tera et où il fallait vérifier les backups. Où j'avais pris une machine, j'utilisais Barman. Tous les jours, je faisais une rotation sur tous les clusters et je testais un backup par jour sur chaque cluster, etc. Ça demandait du temps de faire ça, et puis c'est pas aussi robuste. Amazon, on se dit qu'on n'a pas besoin de tester parce qu'on a relativement confiance. C'est peut-être une erreur un jour, peut-être qu'il y aura un problème. On verra. Pour l'instant, on touche du bois. Mais en tout cas, si jamais il y a un problème un jour, on sait qu'on ne sera pas les seuls. Mais mine de rien, on peut faire autre chose. Par exemple, quand je faisais du service, quand on faisait du self-hosted, les équipes produits, jamais j'en ai une qui est venue me voir en me disant comment je peux faire baisser mes coûts. Alors que maintenant que c'est sur Amazon, il y a un produit Amazon aussi qui permet de voir combien de coûte ta base, et ils sont venus nous chercher des fois. Votre configuration par défaut, est-ce qu'on ne pourrait pas la réduire? Dans les environnements de dev, ça nous coûte plus cher. Avant, on passait du temps à faire du capacity planning avec les équipes. Donc Payfit, on fait des fiches de paie. Donc on a une grande saisonnalité à la fin du mois, quand les gens en payent. Du coup, nos bases de données, elles ont toutes maintenant l'autoscaling activé. Sur Aurora, c'est assez transparent, et c'est pas du tout le même scaling le 15 juin que le 31 juin. Donc on pense qu'on gagne de l'argent aussi là-dessus. C'est juste des problématiques un peu différentes. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y aurait d'autres tâches qu'on ne fait pas. J'imagine la sécurité. Oui, la sécurité. Après, il faut quand même vérifier. Bien sûr, je disais qu'on ne crée pas des nouvelles bases ouvertes sur le monde, mais ça, encore une fois, Amazon peut avoir des règles. Nous, on donne aux équipes des abstractions qui, en théorie, respectent tout ça. Même si on a une règle à Payfit, c'est que même si on fournit des abstractions, les équipes, si jamais elles veulent vraiment own leur base, ils peuvent ne pas les utiliser. Il faut juste qu'ils respectent certaines règles qu'on a vraiment définies. Mais parce qu'on a vraiment une très grande variété d'équipes. Il y en a qui, comme j'ai dit, veulent juste une connection de string et pas en savoir plus. Et il y en a qui, c'est une équipe avec que des gens très seniors qui, justement, veulent gérer le moindre détail eux-mêmes. Donc ouais, je dirais que ça nous a déchargé de certaines tâches, ça nous donne le temps d'en faire d'autres, comme par exemple l'évangélisation. Essayer d'évangéliser sur les meilleures pratiques, essayer de passer plus de temps sur, par exemple, comment faire un bon schéma, plutôt que sur est-ce que ma haute dispo elle est vraiment bien et mon moniteur est-ce qu'il fonctionne correctement, j'ai eu l'info positive à ce moment-là, ce genre de choses. Si je veux schématiser, je dirais que ça fait prendre de la hauteur et aller vers un meilleur accompagnement et aller sur des tâches à valeur ajoutée avec l'utilisateur, plutôt que de perdre, encore une fois je schématise quand même, mais plutôt que de perdre tout mon temps à développer le mécanisme, là où le switch de version. En plus, nous on a la chance de travailler avec un partenaire qui est multi-technologie. Donc si on a besoin d'une techno de cache par exemple, et ben aussi elle est là, elle est faite, donc j'ai pas besoin moi de me prendre la tête, je refais mon industrialisation. Donc on peut aller sur de l'optimisation, de la performance, de l'accompagnement d'utilisateurs. Et comme tu disais, l'évangélisation, par exemple, nous on a fait un système de certification où on passe du temps avec les utilisateurs pour leur montrer les bonnes pratiques, comment ils doivent utiliser, et puis après ils ont leur petit badge, ils sont contents. Donc, et l'idée même à terme, c'est potentiellement, si tu n'as pas ce badge-là, tu ne peux pas utiliser la base de données, donc ça te permet aussi de gérer ton accountability, les droits. Donc ça permet d'aller sur des tâches à valeur ajoutée, et puis on passe beaucoup de temps à faire de l'accompagnement, on essaie d'être plus en amont. On a des Architecture Decision Record, où on peut dire, tiens, quel est ton choix d'architecture que tu veux, on t'accompagne, on vérifie le modèle avec toi, on peut faire intervenir les partenaires s'il faut, on peut aller sur de l'optimisation, puis après on va de l'audit, de l'accompagnement, de la perf. Donc on peut plus travailler sur ces sujets-là, où on pouvait un peu moins, du temps où on devait aussi beaucoup se concentrer sur l'infra. Du coup, je rebondis sur toi, Thomas. Tes deux collègues ont visiblement un véritable intérêt à faire du service manager. Est-ce que tu penses que, au-delà de l'aspect ROI, financier, etc., est-ce que tu penses que toi, dans ton quotidien, et peut-être celui des développeurs qui utilisent Postgre, ça vous aiderait de faire du service manager? On en fait, sur les petits projets, comme j'expliquais tout à l'heure.
Maintenant, on a un Postgre pré-packagé. Le gros avantage qu'on a eu, notamment avec l'utilisation de Clonative PG, c'est que on a mis en frontal de nos bases de données Postgre un connection pooler. Il y a PG Bouncer qui est très facilement implémentable. Et voilà, ça faisait des années qu'on se disait, tiens, il faudrait qu'on y pense, il faudrait qu'on mette un pooler de connexion devant nos bases pour pouvoir mieux gérer nos connexions. Ben, il est arrivé au pied du sapin de Noël avec l'opérateur Postgre. Donc voilà, on a gagné des choses à faire du managé par une communauté. En fait, on n'est pas managé par un cloud provider, mais il y a une communauté et c'est impressionnant de voir comment ça bouge et ça évolue. En fait, du manager que tu fais toi-même, c'est du manager, c'est juste pas la même personne qui manage. Donc c'est une question, un équilibre de où est-ce qu'on veut mettre les ressources. Je pense qu'on aimerait tous avoir 50 personnes dans l'équipe, mais à un moment donné, il y a des choix et aussi il y a de la rentabilité. Ça peut dépendre aussi à un moment. Enfin, nous, on se pose la question aussi, quelle est la limite du manager? Si par exemple, je veux me prémunir d'une perte d'un cloudeur, et on parlait des backups tout à l'heure, ok, si je récupère mon backup et puis je suis content, j'ai mon backup parce que mon cloudeur il est tombé, qu'est-ce que j'en fais si je ne sais pas le remonter? Il y a une question. Vous parlez du service managé. Disons que, par exemple, si vous faisiez une migration du on-prem, par exemple, à un service managé, et vous avez un script avec les grants, vous gérez ça comment? Oui, en fait, on a des automatisations qui ont été mises en place. Et du coup, on a nos équipes de DBA qui vont travailler avec les équipes de développement. Et parce qu'en fait, souvent, quand on est sur le service managé, on n'a pas trop d'outillage natif pour venir faire ça. Surtout si on veut le faire en ligne. Le faire à froid, c'est votre passion, on peut le faire un backup pour monter un service. Après, c'est effectivement quand on veut le faire en ligne, où là c'est un peu plus compliqué, surtout sur de la grosse volumétrie. C'est ces aspects-là qui sont un peu plus complexes à mettre en place. Oui, parce que normalement, par exemple, lorsqu'on migre de on-prem à AWS, par exemple, il y a souvent des problèmes avec les grants. Parce que normalement, avec AWS, il n'y a pas de super user. Alors qu'avec le on-prem, il y a un super user. Donc, dans ces situations, on gère ça vraiment. Nous, ce qu'on fait, comment ça s'appelle l'outil, Mathieu? Data Migration Services. Ouais, souvent, on utilise des services, mais c'est les points qui sont effectivement les plus compliqués. Il faut revoir la politique de droit, se dire si mon user applicatif précédemment il était super user pour qu'il puisse créer ses bases, créer ses tables, créer ses schémas et requêter toutes les données, lui donner des droits équivalents pour qu'il puisse continuer à travailler, mais en respectant l'implémentation du service manager. Effectivement, il n'y aura jamais les droits utilisateurs, les droits routes sur le service Et en plus, lorsque vous mettez un pooler, vous avez dit PG Bouncer devant vos bases de données, lorsqu'il y a normalement un failover, qu'est-ce qui manage ça? C'est tout est géré automatiquement en fait. C'est l'opérateur Postgre, c'est Clonative PG, qui va communiquer avec par le biais de services Kubernetes pour dire maintenant l'IP sur laquelle se trouve la base de données primaire, c'est celle-là, c'est plus celle-là. Donc on n'a rien à faire. Donc c'est combiné avec PGPool ou bien juste PG Bouncer? Là aujourd'hui, la solution n'utilise que PG Bouncer. Juste une dernière question pour finir, et on passera au reste des questions. Du coup, un des points peut-être, c'est la flexibilité. Thomas, tu disais, c'est la communauté qui influence potentiellement les nouveautés sur CNPG. Chez vous, côté Even, potentiellement, vous avez un peu plus d'influence parce que vous avez les premiers clients. Chez AWS, j'imagine que l'influence elle est proche de zéro. On ne pèse pas lourd dans le catalogue, je pense. Ouais. Non, mais par exemple, on a déjà remonté des bugs qui n'ont pas été corrigés parce que, je sais pas, peut-être qu'il n'y a que nous qui les avons rencontrés ou ils ne sont pas importants. On est aussi très client de MongoDB Atlas. Là, on a un peu plus de poids parce que justement, on est peut-être un client plus gros pour eux que pour Amazon. Mais en effet, la question se pose. Mais
Par exemple, si jamais, comme le monsieur a mentionné, PG Pool ou PG Monster, si jamais dans l'opérateur tu voulais PG Pool à la place, quelle est l'influence pour le modifier, pour avoir l'option, il faudrait que tu mettes des ops dessus pour qu'il le modifie. Rien n'empêche d'aller chercher une image de PG Pool, de le déployer dans mon cluster Kubernetes et puis d'aller le brancher sur les services d'exposition qui sont documentés. Après, il n'y aura peut-être pas d'aussi bonne remédiation quand il y a des failovers ou des choses comme ça. Voilà, soit on prend une solution de bout en bout, soit on décide de faire sa petite cuisine. Et puis... Mais l'avantage, c'est qu'a priori, toi, tu pourrais peut-être décider de contribuer pour l'ajouter si tu voulais, si tu avais le temps, si tes équipes avaient le budget pour pouvoir. Je sais qu'il y a des questions comme ça, par exemple, parce que l'outil de sauvegarde, c'est Barman qui est proposé, et il y a des gens qui aimeraient voir autre chose que Barman, et là, ils sont pas très ouverts à ce qu'il y ait autre chose. Après, je pense que l'avantage d'un produit comme Postgre, c'est qu'on sait qu'on a une communauté qui est là, et généralement, s'il y a un besoin, le besoin qu'on a, enfin un besoin sur une problématique de backup par exemple, généralement il y a plein d'autres personnes qui l'auront, et la communauté elle est vraiment active, elle va aller le développer. Donc la question se pose peut-être sur d'autres typologies de produits. Tu parlais d'un MongoDB tout à l'heure, MongoDB c'est MongoDB, s'il veut pas, il veut pas, et voilà. C'est vrai, on a eu des discussions avec leur CTO où la réponse était non, on va pas faire ça. Ok, bon, au moins on sait. Faut dire ça, mais... Merci monsieur. Je propose qu'on ouvre pour les 5 minutes qui restent les questions au public s'il y en a. Damien, j'ai vu que tu levais la main. C'est juste une précision sur l'outil de backup sur CMPG où effectivement là c'est Barman qui a été choisi initialement. Il y a pas mal de discussions effectivement parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir PG Backup. Et c'est le sujet avance en tout cas. C'est pas fermé. C'est moins fermé que ça a pu être à un moment. Et notamment, il y a une espèce d'interface, je ne vais pas rentrer dans les détails, puis moi je ne comprends pas très bien de toute façon, mais il y a une interface qui est en train d'être développée pour pouvoir plugger les nouveaux systèmes de backup. Voilà. J'imagine que ça pourrait être possible pour d'autres postes aussi. Voilà. Pierre-Marie. Ouais, Thomas, tu disais que pour les services managés, donc a priori, d'après ce que je comprends, tu tournes sur des clusters Kubernetes. Tu achètes du GKE ou tu achètes de la VM et tu montes ton cluster Kubernetes? Nos clusters Kubernetes sont managés par les cloud providers. Donc tu achètes par exemple chez GCP, tu achètes un cluster Kubernetes acheté chez GCP. Voilà, par contre on a décidé d'avoir des node pools dédiés aux bases de données pour gérer les politiques de rollout, limiter les redémarrages intempestifs et les switchovers. Et comme ça on est aussi sur des familles de machines qui sont plus grosses que ce qu'on utilise pour nos serveurs applicatifs et avec un ratio RAM par CPU qui n'est pas le même côté applicatif que côté DB. Donc tu t'arrêtes par exemple chez AWS, tu prends un EKS ou un truc comme ça, tu t'arrêtes au cluster acheté quoi. C'est ça, tu achètes le service Kubernetes. Voilà, et on met un autre pool dédié. Okay. J'imagine que la question sous-jacente de Pierre-Marie, ou alors c'est la mienne, c'est pourquoi ne pas aller encore plus loin. Oui, voilà, c'est ça, c'était ma question. J'achète du compute, du disque, ouais, et je monte moi-même. Et je fais ce que je veux dessus. C'est ce qu'on faisait avant. Quand je suis arrivé chez Miracle il y a 5 ans, il y avait un des cloud providers sur lesquels ils manageaient aussi le Kubernetes. Et ils ont décidé d'arrêter. Alors est-ce que c'est parce que quand ils ont commencé du Kubernetes en 2017 je crois, et je ne suis pas sûr que les offres des cloud providers à ce moment-là étaient forcément au niveau de maturité qu'elles ont aujourd'hui. Donc il y avait peut-être un besoin d'avoir son propre Kubernetes à l'époque, mais c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai une question aussi pour toi Thomas. Est-ce que tu n'as pas eu des appréhensions à mettre un composant aussi stateful que de la PG sur un environnement Kubernetes qui est par essence quelque chose qui est éphémère, souvent où on héberge seulement du stateless, etc. Et est-ce que tu as vécu des problématiques potentiellement de switchover ou même de perte de pod Postgre au début par exemple de cette migration vers du full Kubernetes? Est-ce que tu as vécu ce genre de truc, etc. et comment vous avez géré vos infrastructures après pour avoir de la stabilité? Alors avant de migrer nos premières prods, on a tordu un peu la solution dans pas mal de contextes
en dégommant des nœuds, en tuant des pods, et il est retombé sur ses pattes, même en dilettant des PVC. On a été assez méchants. À partir du moment où on a une primaire, une stand-by, bon, après, voilà, on n'avait pas de règle d'anti-affinité par défaut. Une fois qu'elles ont été placées, pour dire notre primaire et notre stand-by sont sur deux AZ différentes, et si on perd une AZ, on est protégé. Voilà, on a bien joué avec, et on s'est rassuré sur ce point-là avant de basculer en prod. Donc tu es convaincu, un PG conteneurisé, ça ne te pose pas de difficulté? Ah non, ça me... Okay. J'ai 8 Tera de base de données, 300 instances. Ouais. Non mais j'en doute pas, c'était juste... Parce que souvent c'est un leitmotiv qui revient, quoi. Et votre système, c'est juste cloud native ou bien ça comprend aussi PG4K? Ça comprend aussi PG4K. PG4K. C'est du Vanilla Postgre en fait, on n'est pas forqué. Je comprends pas la question. Ok, passe. Peut-être parce que je suis anglophone, je ne sais pas comment bien expliquer. D'autres questions? Ouais, moi j'ai une question par rapport à Aurora du coup, parce que c'est pas forcément du Postgres en dessous, donc c'est un peu magique parce que ça scale tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas de fonctionnalités qui sont manquantes, ou comment est-ce qu'on bypass un peu toutes ces limites qu'on pourrait avoir? Il y a beaucoup de fonctionnalités manquantes, toutes les extensions du monde n'y sont pas. Celles qui y sont dans des versions fixes et pas forcément toujours à jour. Notamment par exemple PG Vector, c'est une extension que souvent les gens veulent la dernière version. On n'a pas la dernière version sur Aurora. Nous à Payfit, ça n'a pas encore été un problème. Une fois, c'était HypoPG je pense, l'extension qui peut suggérer des index. Elle n'est pas disponible. Bon, c'est une extension qui est que en SQL, donc j'ai pu la rajouter, c'était pas un souci. Mais oui, clairement il manque des fonctionnalités. Après nous, on n'a pas un usage assez poussé, assez, on va dire, pas exotique, mais on a plein d'edge cases qui ne sont pas gérés par Aurora à l'heure actuelle. Après, des fois, c'est vrai qu'on a vu des comportements un peu étranges et on ne sait pas toujours forcément d'où ça vient, parce qu'il y a le côté un peu boîte noire. Faut en être conscient. Je sais qu'il y a aussi des fonctions Postgre qui sont juste pas compatibles avec la façon dont Aurora marche. Mais je m'en souviens plus parce que j'avoue que j'ai jamais eu un cas de figure où ça a été un souci. Et c'est une très bonne question pour terminer, parce que la transition est toute faite pour le deuxième sujet. Merci messieurs. Et puis, on va tout de suite dans le public. Non, on enchaîne. Du coup, le deuxième animateur, ce sera Damien qui est vice-président de l'association Postgre France, contributeur régulier. Oui, on peut dire ça, quand même. Et auteur notamment de PG Animizer. Merci Damien en tout cas de prendre le rôle, sachant que je lui ai demandé il y a littéralement 2 heures. C'est cool. Oui, normalement j'étais simplement de passage, et puis je remplace mon collègue Florent. Voilà. Allez-y, installez-vous. Pas à venir. Du coup, je vais quand même faire l'intro parce que je connais passe la main quand même pour ces messieurs. Alexandre, du coup, Alexandre qui est tech lead, je crois que c'est ça son rôle, chez Decathlon, donc dans l'équipe de base de données. Voilà, je te laisserai tester donner plus de détails tout à l'heure. Et Franck qui est DevRel chez Yuga Drink pendant quelques jours encore, si j'ai bien compris. Exact. Voilà, et puis, tu peux te moi-même, je suis Customer Engineer chez Google. J'accompagne nos clients sur l'utilisation technique de nos bases de données. Voilà. Et du coup, c'est complémentaire à ce qui vient de présenter, c'est quel est le... faire un petit tour d'horizon des offres Postgres forkées ou qui existent sur le marché, et quel intérêt, quelles peuvent être les motivations d'aller sur ces bases spécialisées, et quel est le modèle économique derrière, quels sont les types de licences, le fonctionnement de chacun, et là l'idée d'avoir 2 représentants avec Gigabyte et Google, et puis un point de vue plus utilisateur. Est-ce que je vous laisse taper la présentation, mais on va faire le même principe, chacun se représente en quelques minutes.
Yes, moi c'est Alexandre Mercier, je suis tech lead de l'équipe DBRE, donc Database Reliability Engineer, penchant un petit peu SRE côté DB à Decathlon. Mon parcours pro, c'est que j'ai démarré mon parcours professionnel en tant que DBA Oracle avant, après on a transitionné de plus en plus vers du DBA Postgre, et puis avec l'avènement du cloud et essentiellement de service manager, le métier a évolué, etc., jusqu'à devenir DBRE. Et essentiellement, je suis sur la partie, comme Julien parlait, du changement du métier. Moi, je suis plus sur la partie infrastructure et automatisation de déploiement d'infrastructure dans le cloud, plus côté un petit peu architecte. Et voilà. Et Franck Bachot, moi j'ai toujours travaillé avec plein de bases de données, beaucoup en consulting, et puis maintenant je suis passé en développeur advocate, donc plus pour aider les utilisateurs à connaître ces nouvelles bases de données et à les utiliser. Pour Yugabyte, qui est un fork de Postgres, où l'idée c'est en fait côté utilisateur de voir une base de données comme Postgres, mais qui est distribuée, le storage est différent derrière. Et qui a bien sûr un service managé. Et sinon, j'ai travaillé sur Postgres avec aussi sur AWS. En fait, je serais tenté de dire que tous les services managés sont des forks quelque part. Je ne pense pas qu'il y ait un service managé qui prenne juste le RPR de la communauté Postgres. Après, il y a peu ou beaucoup de modifications dans le code, mais tous les services managés sont des forks, je pense. Oui, je suis assez d'accord. Ne serait-ce que pour la question justement des super users et de donner certains droits, mais pas tous, enfin chacun. Effectivement. Et puis oui, je me représente, je m'appelle Matt, Mathieu, comme vous voulez. Je suis donc avant-vente, accompagnant technique chez Google Cloud. J'accompagne nos utilisateurs sur le choix des technos, bases de données, mais aussi leur utilisation, leurs bonnes pratiques. Je fais de l'architecture avec eux. Assez multicasquette. Avant ça, je faisais à peu près la même chose que Alex, mais chez ADO du coup. C'est pour ça que je connais plutôt bien Julien. Donc j'ai un parcours DBA, mais je faisais aussi un peu de développement avec ça qui est là-bas. Voilà, et aujourd'hui, moi, un de mes focus chez Google, c'est donc à la fois Cloud SQL, qui est pour nous la version managée open source, du moins de la version open source de Postgre. Et le deuxième produit, c'est AlloyDB. AlloyDB qui est un fork de Postgre, on le considère comme un fork, mais qui reste 100% compatible avec Postgre, mais avec une architecture sous-jacente différente. Donc on n'est pas sur du distribué comme Yugabyte, on reste vraiment sur un Postgre, on va dire, standard, mais la principale caractéristique d'AlloyDB, c'est qu'on est venu découpler par la partie compute, donc le CPU, la RAM, de la partie stockage, pour avoir un certain nombre de bénéfices que je n'ai pas forcément ici. Déjà, pour être précis, donc vous parlez bien de fork, parce que je sais qu'il y a chez certains autres opérateurs, on parle plutôt de base de données compatible avec Postgres. Est-ce que vous jouez sur les mots ou est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je sais qu'Aurora, par exemple, c'est Aurora for Postgres. Est-ce que pour vous c'est la même chose, c'est juste du marketing? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un fork et une base compatible? Alors, je ne peux pas parler ni au nom de AWS ni au nom de Google en soi, mais oui, je pense qu'on joue sur les mots. Et comme le disait Franck, de toute façon, un service manager en soi, c'est effectivement un fork, parce que même si en apparence le protocole reste le même et la compatibilité est potentiellement de 100%, derrière il y a forcément de l'automatisation sous-jacente qui fait qu'on n'est plus du tout sur le même niveau. C'est mon avis. Je pense que l'idée du fork, c'est d'utiliser un maximum le code Postgres, de changer que ce qui doit être changé, pour aussi pouvoir merger avec les nouvelles versions. Alors il y a eu des bases comme Greenplum par exemple, qui ont fait un fork et qui après qui ont vécu leur vie, après ils se retrouvent à être très loin, ils ne sont plus compatibles. Donc l'idée du fork, c'est d'avoir du code sur lequel on peut merger une nouvelle version. Les bases de données qui sont compatibles sans être des forks, pour moi, c'est plus ceux qui ne veulent pas les développer en C. Par exemple, CockroachDB, qui fait un peu la même chose que Yugabyte, eux, ils se sont dit, on va le faire en Go. Donc du coup, ça ne peut pas être un fork, parce qu'il n'y a pas une goutte de code qui est le même. On implémente juste le protocole, c'est ça? Ouais.
voilà, ça fait la même chose, mais avec un autre langage. Du coup, on parle de fork et du coup, comme tu disais, on parle d'une version. Vous êtes sur quelle version majeure de Postgres à ce jour? Et quelle est la politique justement de rattrapage, on va dire? On sait que la communauté Postgres fait une version majeure par an, c'est un rythme assez soutenu. Quel est votre rythme par rapport à ça? Alors sur Yugabyte, quand Yugabyte a démarré, c'était PG10, très vite PG11, et c'est resté pendant des années sur PG11. Et là, le mois dernier, c'est passé GA, la dernière version, qui est PG15, donc avec un gros merge dessus. L'idée, c'est de suivre les versions, mais d'être juste sur la dernière version, en fait. Contrairement à, alors je ne sais pas pour AlloyDB, mais par exemple Aurora, c'est un fork de plusieurs versions et on choisit. On veut démarrer une base Aurora compatible Postgres 15.2. Je ne sais pas si AlloyDB... Si, oui, voilà. On ne peut pas dire que c'est la même chose, mais c'est effectivement sensiblement la même chose dans l'idée. Quand vous déployez un cluster AlloyDB, vous choisissez la version du cluster AlloyDB. Et en fait, vous choisissez la compatibilité de la version de Postgre qui est derrière. Typiquement, on peut déployer un AlloyDB version 15 ou un version 16. À la différence effectivement de Yugabyte, nous on est vraiment collé à une version, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle version majeure qui va sortir, quelques mois plus tard, il y a une nouvelle version majeure d'AlloyDB qui va sortir. Ouais, utilisateurs par rapport à tout ça, qu'est-ce que... Ouais, tout à fait. En fait, moi je voulais revenir un petit peu sur le fait de parler de fork ou de parler de services qui se rapprochent de l'open source. En fait, essentiellement, je suis en phase sur le fait que dès qu'on parle de service manager, il y a un certain niveau où on a d'abstraction qui fait qu'on s'éloigne vraiment de l'open source pur. Moi, je le vois un peu comme une certaine garantie d'être au plus proche du coup du noyau Postgre open source qui est développé par la communauté et du coup avoir la possibilité de rester compatible et potentiellement de ne pas être vendor locked-in avec une techno propriétaire, ce qui permet potentiellement d'avoir un peu plus de poids sur tout ce qui est négociation, etc. et discussion. Bon, forcément, nous, on est un petit peu biaisé, parce que comme Julien, on est quand même un gros acteur pour Ivan. Nous, Ivan, c'est notre partenaire principal aussi pour les bases de données, essentiellement. Donc, on a un poids qui est assez important pour influencer leur roadmap et faire évoluer leurs produits dans notre sens. Mais voilà, moi, je le vois plus dans ce sens-là, où quand on a du Ivan for PostgreSQL, etc., c'est d'être quand même au plus proche de ce qu'il y a dans l'open source, avec tous les avantages du manager, etc., inhérent aussi à des besoins du côté de nos fournisseurs de sécurité, d'être sûr de garder leur propriété intellectuelle intacte derrière sur comment ils déploient les choses, etc. Donc, forcément avec des accès un petit peu plus restreints, mais d'avoir la garantie de si demain le vent tourne et que AWS RDS ou Cloud SQL ou OVH propose une offre managée qui pourrait être plus intéressante pour nous, d'avoir la possibilité de rester totalement compatible et de faire une logical réplication si j'ai besoin de migrer avec le moins de temps d'indispo possible, quoi. Compatible vu de l'appli ou compatible vu du DBA? Parce qu'en fait, toutes ces bases, par leur compatibilité, il n'y a pas vraiment de vendor lock-in. Si tu déploies une appli sur Yugabyte, demain tu veux changer, tu peux passer sur n'importe quel service Postgres managé. Tu n'auras peut-être pas la même au dispo, tu auras autre chose. Donc, vu du développeur, moi j'ai vu plein de développeurs qui tournent sur Aurora, ils pensent qu'ils sont sur Postgres, ils ne voient pas la différence. Par contre, côté DBA, c'est différent. Si on a nos tools d'observabilité, si on a des extensions et des choses comme ça, ben là, c'est vrai que ça sera différent. Et il faudra reformer la team sur autre chose. Donc il y a aussi les deux côtés de compatibilité, en fait. Je ne sais pas lequel tu vois le plus comme un vendor lock-in. Ah ouais, bah, je suis d'accord. Alors, comme moi j'ai la vision essentiellement déploiement d'infrastructure, maintenance d'infrastructure, etc., moi je le vois de la fenêtre DBA et Ops là-dessus. Okay. Juste pour rebondir là-dessus, nous, le chemin de migration d'un Postgre qui soit Cloud SQL ou on-premise ou autre vers un AlloyDB, c'est un changement de connection string. Enfin, c'est exactement comme ça qu'on le présente au client. Il y a logiquement, dans 99-99% des cas, aucun changement applicatif à réaliser pour passer de l'un à l'autre. Du coup, le vendor locking,
Je peux l'entendre effectivement au niveau de l'automatisation. Donc si typiquement vous automatisez le déploiement ou l'usage des API de Google ou d'un autre service worké, je peux l'entendre. Mais d'un point de vue applicatif, en tout cas, la promesse de la EDB, c'est de ne pas en avoir. J'ai une question sur Yugabyte. Vous avez parlé d'un système distribué sur Yugabyte. Avec ce système distribué, comment sont gérés les commits sur les différents nodes? Disons, par exemple, vous avez un cluster de 3 nodes. Si, comme eux sont tous master, s'il y a un node là où il y a un lac et l'autre est avancé, comment se gère le commit dans ces situations? En fait, il y a deux systèmes distribués. Il y a le sharding sur des bases de données, par exemple ce que fait Citus, où là c'est vrai qu'il peut y avoir des inconsistances. Ce que fait Yugabyte, en fait, c'est vraiment au niveau du stockage que c'est distribué. C'est-à-dire que les tables vont être distribuées avec des protocoles Raft. Donc du coup, ça fonctionne exactement pareil. Il y a une table des transactions, il y a un statut des transactions, etc. Donc ça n'a pas un système de commit at most once? En fait, le commit, il est fait, juste pour faire très court là-dessus, en gros, une ligne d'une table, elle va aller à un endroit particulier qui est appelé tablette, en fonction de sa clé primaire, et ça, c'est répliqué en fait. Et la table des transactions, c'est aussi répliqué. Donc c'est très différent du sharding, par exemple, que ce que fait Citus ou ce que fait PGEdge, où il y a plusieurs bases Postgres, des vrais Postgres là par contre, avec peut-être des extensions, et où au-dessus il y a une couche pour synchroniser les commits. Mais là c'est l'opposé en fait, c'est la couche Postgres, elle est au-dessus du stockage. Ok, donc ça veut dire c'est un peu différent de ce que EDB par exemple propose, parce qu'avec PGD c'est tout un service qui est autonome. PGD, c'est plus des bases Postgres avec une synchronisation au-dessus. Oui. Alors que Yugabyte ou Spanner ou CockroachDB ou TiDB, bon, qui n'est pas Postgres compatible, qui est MySQL, là c'est l'inverse en fait. Néanmoins, donc, là tu donnes un exemple Spanner, et pour parler de compatibilité, etc., donc on sait que Spanner, ils sont aussi compatibles au moteur Postgre, mais on sait par exemple, nous on l'avait évalué aussi pour du distribué, qu'il y a certaines limitations qu'on n'a pas sur du Postgre natif ou qu'on n'avait pas sur les services managés Postgre qui se rapprochent le plus de l'open source, notamment sur la quantité de transactions pour un commit, etc. Donc à ce niveau-là, on voit quand même qu'on a des différences de fonctionnement interne du moteur qui peuvent impacter certaines applications. Donc pour certains cas bien particuliers, alors je suis d'accord que du Postgre distribué, on s'éloigne encore quand même plus de Postgre en vrai, mais on voit quand même qu'on a quand même une nécessité de faire une modification applicative pour sur certains aspects pour pouvoir migrer d'une Postgre purement open source qui était sur une VM ou autre, ou un Postgre managé qui essaie d'être compatible, qui est compatible à 100% par rapport à de nouveaux forks style Spanner, etc. Il y a toujours des trade-offs en fait. Ouais. Et ça, par exemple, cette information-là, est-ce qu'elle a été facile à trouver, ce que tu décris, ou est-ce qu'il a fallu chercher par vous-même? Est-ce que l'éditeur ou le prêt a été clair sur ces limitations? Comment ça s'est fait en fait, cette recherche? Alors donc du coup, si on prend les tablettes de publicité, forcément c'est tout magique, etc. Mais après dans la documentation technique que GCP fournit, tout est expliqué clairement, les limitations sur limitation de transactions par commit, etc. Donc en voyant ça, on a quand même fait le test parce qu'on est curieux, puis c'est quand même cool de tester des trucs qui promettent des trucs performants et tout ça. Et effectivement, on a testé pousser ce moteur et voir si ça pouvait correspondre. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait certaines limitations. Ensuite, on s'est aussi rendu compte que les use cases n'étaient pas très gros chez nous. Donc on s'est rendu compte que entre le peu de use case qui pourrait en avoir la nécessité et certaines limitations qui engendreraient un surcoût sur le redéveloppement de certaines applis, on a préféré continuer à faire de la scalabilité verticale sur du Postgre plus classique.
Et du coup, là, je pense qu'on touche à un point qui est important parce que du coup, tu mentionnes Spanner. Alors, je me permets, rien. La différence entre Spanner et AlloyDB, c'est qu'AlloyDB, c'est un vrai fork de Postgre, du moins, vraiment reparti du code source de Postgre, tandis que Spanner est une création initiale de Google à la base pour supporter les workloads de YouTube, Gmail, etc. Et quand il a été mis sur le marché public, ils ont rajouté une surcouche de compatibilité Postgre qui n'est en fait que la compréhension du dialecte SQL de Postgre. Donc tout ce qui est en dessous, ça n'a rien à voir avec Postgre, donc il n'y a vraiment aucune similarité, et du coup c'est pour ça que c'est vraiment deux outils différents. Le seul intérêt d'avoir cette compatibilité là, c'est si vous aviez potentiellement déjà les connaissances SQL Postgre, ou si vous aviez peut-être une petite application à migrer, là ce serait un facilitant. Mais typiquement pour des nouveaux use cases Spanner, nous on ne recommande pas du tout d'utiliser la couche de compatibilité. Donc là je vois bien je vois effectivement deux types de produits différents. Donc on a effectivement ceux qui se présentent comme des compatibles Postgre, type Spanner, mais aussi le dernier de Amazon qui s'appelle DSQL. Je sais plus s'il y a un S à chaque fois. Et les autres qui sont pour moi plus des vrais forks, des adaptations du vrai code source de Postgre comme Aurora et Alloy. En fait, Postgres est devenu tellement populaire que tout le monde veut être compatible Postgres. Mais suivant la techno, c'est plus facile ou pas. C'est-à-dire que si on est monolithique, c'est plus facile que si on veut distribuer quelque chose, forcément. Oui, puis je pense aussi que Postgre a atteint un tel niveau de maturité que, au final, par exemple, je reprends entre Ivan qui propose du PostgreSQL, une AWS RDS PostgreSQL ou un GCP Cloud SQL. En vrai, les grandes différences se font sur le fait que est-ce que tu es plus marié avec un des environnements, est-ce que tu as plus d'expertise dans un des environnements cloud, plutôt que véritablement sur les performances pures, etc. C'est pas extrêmement différenciant. Donc je comprends que les forks puissent émerger pour essayer de proposer quelque chose de plus au moteur Postgre, parce qu'en lui-même le moteur Postgre est... Je vais convaincre peu de personnes là-dessus sur le fait que c'est une super techno, et elle a atteint un tel niveau de maturité que effectivement il faut essayer de se différencier avec autre chose. Pour poser une question peut-être un peu provocatrice, mais c'est vrai que cette idée de qu'est-ce qui se passerait si un monde où tout le monde ferait un peu sa variante de Postgres, avec voilà, chacun sa spécificité, chacun son... Et que tout le monde quitte un peu, on va dire, le tronc commun. Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est finalement... pour faire sa variante, il faut aussi quand même pouvoir contribuer au tronc commun? Est-ce qu'il y a... dans cette compétition-là, comment vous voyez le futur par rapport à ça? Est-ce qu'on est dans une phase d'expansion et puis ça va se calmer, le nombre de forks va stabiliser, ou est-ce qu'il va y avoir naturellement de plus en plus de forks? Comment vous voyez les choses? C'est vrai qu'il y a du monde, hein. Après, déjà dans le futur, sur le passé, est-ce que Aurora est devenu populaire parce que Postgres était populaire, ou est-ce que Postgres est devenu populaire parce que Aurora était là en fait? Parce que Postgres est super mature, mais il manquait beaucoup de choses pour bosser en entreprise sans avoir une équipe de fous de DBA. C'est possible d'avoir des bases de 100 Tera sur Postgres. Par contre, c'est pas possible de le faire avec 2 DBA. Et les services managed, ils ont apporté beaucoup là-dessus, de distribuer et d'aller sur du cloud en distribuant déjà le stockage aux besoins. Donc il y a quand même une maturité qui est arrivée grâce à ces forks aussi, qui a aussi poussé Postgres. C'est-à-dire qu'on commence à parler de backup incrémentaux seulement maintenant sur Postgres. De vrais backup incrémentaux. Et voilà, et Aurora et AlloyDB, dès qu'ils ont eu un stockage où ils pouvaient dire mais on peut vraiment faire du point-in-time recovery facile, ça a amené le besoin aussi. Donc je pense que c'est une émulation des deux, quoi. Après, c'est peut-être grâce à la politique tarifaire d'Oracle que Postgre a monté en fait. C'est le meilleur advocate de Postgre finalement, Oracle. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de services Postgres en fait. Aujourd'hui, en fait, tout le monde veut se marcher de ces boîtes qui tournent sur Oracle depuis 20-30 ans et qui un jour vont vouloir changer. Enfin, ils veulent changer, mais un jour peut-être qu'ils vont donner les moyens de changer. Et tout le monde est là-dessus. Mais du coup, c'était la question, il y en a plein, il y en a sûrement trop. Hein.
Néanmoins, je sais pas, alors en termes de chronologie, je sais pas si Aurora. Il me semble que, par exemple, pour rester sur AWS, il me semble que RDS était proposé avant Aurora. Donc je sais pas si Aurora a véritablement poussé l'adhésion de PostgreSQL, parce que quand tu regardes sur les parts de marché, alors, je fournirai les sources, mais j'avais vu les charts de Sixth Sense qui parlaient des parts de marché, et Aurora, il me semble que c'est peut-être 1 ou 2% des parts de marché. Là où PostgreSQL sur de l'AVM ou sur du service managé qui se dit complètement open source, on est à quasiment 17%. Donc je ne sais pas si véritablement Aurora ou d'autres services forkés aident à l'adhésion véritablement de PostgreSQL. Par contre, je suis très certainement d'accord sur le fait que ça pousse aussi la communauté open source à dire ça c'est des bonnes idées, ou potentiellement mince, faudrait qu'on se bouge sur certains pans de ce sujet, et ça fait évoluer le produit aussi, donc je suis d'accord. Donc c'est peut-être, je le vois plus peut-être en une compétition saine à ce niveau-là, où le propriétaire qui progresse un peu plus vite parfois va engendrer une réaction en chaîne de l'open source, et vice versa, où si les gros, les hyperscalers des cloud providers se voient devancés par l'open source de PostgreSQL, vont faire en sorte soit de l'intégrer aussi, parce qu'ils continuent à utiliser le Postgre open source, ou aussi pareil à devancer le truc pour continuer de faire progresser la techno, quoi. C'est peut-être un vrai sujet, on parlait d'émulation saine, etc. Mais aujourd'hui, il y a un vrai truc, c'est que je dirais pas la plupart, mais il y a une bonne partie des committers aujourd'hui qui font partie des hyperscalers ou des offres tierces, un petit peu au début. Et du coup, on a cette espèce de redistribution de ce qui a été développé en interne pour ses propres besoins, mais à la communauté. Et c'est un des rares produits où on retrouve Microsoft, Google et Amazon qui bossent finalement ensemble pour... Oui, qui sont cités dans il y a une page avec les sponsors majeurs du projet, et les trois grands sont cités. Après, il y en a qui ont galéré plus, parce que Azure, ils ont essayé combien de services différents de Postgres. On le fait tourner sur Windows, on le fait tourner sur Linux, on le met dans Cosmos DB, on y met Citus, et aujourd'hui on y met des documents Bison pour être compatible Mongo. Donc, il y en a qui ont réussi à avoir du marché, et il y en a qui cherchent à avoir toujours ce marché. Ils ne cherchent pas forcément à concurrencer Aurora, mais à avoir ce marché qui viendra d'Oracle un jour. J'ai juste une question. Quand on veut faire du Postgre, généralement c'est parce que si on est attaché à la communauté. Les forks, du coup, je connais pas trop les modèles. Après, ils ont des modèles où aussi sont ouverts, ou alors généralement, non, on les ferme un peu comme peut faire du MongoDB avec un modèle de licence qui est protecteur. Donc, comment ça marche? C'est quoi les tendances là-dessus? Ça dépend. Yugabyte est full open source Apache Sous. L'opposé, c'est un peu Aurora qui est non seulement pour open source, mais une boîte noire. On ne sait pas du tout. Il n'y a aucun document d'architecture qui explique vraiment comment c'est fait. Il y a des vieux documents, mais sûrement que ça tourne très différent. C'est peut-être le moment de faire un point licence. Ouais. Donc la licence Postgres, c'est une variante de la licence BSD, donc qui n'a pas la clause de viralité du GPL. Donc vous avez tout à fait le droit, demain matin ou ce soir en rentrant chez vous, de faire votre fork de Postgres et de dire je ne distribuerai jamais ce code, c'est le mien, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de question morale derrière ça. C'est tout à fait accepté par la communauté. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'Amazon fait son fork propriétaire et aussi fait de l'open source en contribuant au cœur de Postgres. Il y a une autre chose aussi, il y a le fait d'être open source, il y a aussi le fait de pouvoir le faire tourner en local. Pour moi, un gros manque d'Aurora, c'est que non seulement c'est une boîte noire, mais je peux même pas, moi, le faire tourner sur mon laptop, sur une VM, pour voir comment ça fonctionne, pour lancer tout ce que j'ai au niveau Linux, de voir comment ça fonctionne. À l'OIDB, il y a une version locale. Donc au moins, ce qui tourne en prod, je peux leur faire un peu confiance. À WS, ben, on se dit, ouais, ça doit marcher. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure que depuis que c'est un service manage, il n'y a pas plus besoin de tester les backups. Mais ils font pas non plus.
ils prennent pas des bases dans les restaurants. Donc du coup, personne ne le fait. Il y a une infra qui a beaucoup plus de résilience, mais voilà. Ouais, mais il y a une petite différence à ce niveau-là, c'est que là on parle plutôt en termes financiers, c'est que si tu testes pas tes backups quand tu es en on-prem ou quand tu es sur du self-manage ou autre, tu as personne vers qui te retourner à part en interne. Ouais. Si tu perds tes backups, tu n'arrives pas à restaurer. Si par exemple, contractuellement, tu as signé avec AWS ou GCP ou autre pour un service managé et que AWS te dit bah, en fait nos backups ils marchent pas, là contractuellement ils ont une clause qui fait que tu peux demander des pénalités financières. Donc, tu peux quand même te retourner à ce niveau-là. Donc c'est un peu un jeu où on se tient par la barbichette. La pénalité financière ne couvrira jamais la perte que tu auras sur ton business. Peut-être, mais dans les faits, tu l'épongeras un peu plus que si tu testais pas tes backups en local et que tu te retrouvais avec plus rien. Enfin, je pense, après, je suis pas... Au-delà de la pénalité financière, tu as tout de même accès à un support d'un provider qui vaut ce qu'il vaut en fonction du fournisseur, mais il y a ça, et puis il y a probablement aussi un accès à plus de résilience, on parle de S3 ou autre chose, mais tu as probablement plus d'options sur ce genre de service-là, du moins plus facilement accès à des options de typiquement distribuer tes backups sur plusieurs régions, sur plusieurs secteurs, que tu ne l'aurais sur tes propres infrastructures. Je pense que c'est plutôt ça. Mais par contre, il faut faire confiance. Parce que par exemple, ok, il y a une responsabilité. Si moi je fais une opération sur ma base de données, du genre un point in time recovery, et je pense que ça m'a perdu des données. Je vais voir AWS, je vais leur dire, ben voilà, je pense que ça m'a perdu des données. Jamais ils vont dire, ouais. Eux, ils vont dire non, mais on n'a jamais perdu de données. Mais en fait, ils ne le savent pas. Ça peut m'arriver on-prem, mais je vais essayer de reproduire. Ça peut m'arriver sur un managed service où je vais prendre exactement la même version et la faire tourner en local et essayer de reproduire ce qui s'est passé. Et peut-être je vais arriver à prouver qu'il y a un cas où l'écriture, elle est perdue. Sur AWS, j'ai aucun moyen de le reproduire. Donc c'est vraiment confiance aveugle. Et on fait confiance parce qu'ils ont beaucoup de clients, ils ont beaucoup de clients parce qu'on leur fait confiance. Et je dis pas que ça marche pas, mais probablement qu'ils n'ont jamais perdu de données. Et s'ils en ont perdu, ils le savent peut-être pas. On parlait aussi du coup de on-premise, de revenir on-premise. Ça, j'imagine que pour certains clients, c'est vraiment d'une certaine taille, évidemment, j'imagine, mais c'est un point crucial. Est-ce que pour vous, quelle est votre attitude quand c'est demandé? Est-ce que c'est quelque chose qui est évalué au cas par cas ou est-ce que ça fait complètement partie de l'offre? Alors, pour moi, c'est tout à fait normal de pouvoir revenir on-prem. Déjà parce que quand on part sur du cloud, sur des services un peu plus élastiques, c'est parce qu'on est une start-up, on ne peut pas faire de capacity planning. Après, si la start-up, elle marche, ça coûtera moins cher de revenir on-prem, sûrement. Donc je pense que c'est bien. D'un point de vue marketing, personne ne veut vendre autre chose que des managed services, donc ils ne vont jamais trop pousser ça. Mais je pense que c'est une liberté énorme de pouvoir changer de cloud provider, mais aussi revenir on-prem. Après, ça dépend aussi des profils. Je vois par exemple les retailers, ils sont souvent assez en cloud manage. Moi, j'ai des clients qui sont industriels. Eux sont on-prem parce qu'ils ont des armoires dans des locaux fermés. Voilà, c'est fermé, c'est là, quoi. Même s'il y a une connexion réseau, les bases sont sur de la VM, sur des ESX, dans un local industriel. C'est culturel, hein. Moi je connais plein de banques en Suisse, il faut que les données elles soient dans leur garage. Il faut que ce soit à la cave. Il y a côté de souveraineté aussi des données. C'est le titre de sécurité. Voilà, il y a des données clients, donc en plus les données de paye ici, considère ça comme une donnée sensible. Donc c'est pareil, il y a aussi, on parle de ça, mais il y a aussi est-ce que les entreprises elles sont prêtes si la réglementation demain change. Alors on sait que c'est un peu dans l'air du temps, alors on commence à percevoir certains signes en tout cas. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à changer, à basculer je ne sais pas où sont hébergées vos données, peut-être qu'il ne dira pas, mais est-ce que si demain on dit vos données elles doivent être obligatoirement en France, etc., est-ce que vous êtes prêt, ce genre de choses? Donc effectivement, il y a les parties, les entreprises qui gardent le on-prem,
mais celles qui sont dans le cloud aussi, si la réglementation change, et notamment sur la donnée client, bah, il faut être prêt. On voit que les providers ils commencent à ouvrir des data centers dans des endroits où alors ils n'avaient pas, par exemple en France. Bon, Google, par exemple, ils ont ouvert Paris l'année dernière, je pense, il y a 2 ans, je ne sais plus. Enfin bon, bref, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare, il se prépare justement pour ça. Donc il y a cet aspect-là, on garde on-prem, si demain la réglementation elle change, on est tranquille. On a nos données chez nous, c'est nous qui les avons, elles sont hébergées dans nos armoires, comme tu dis. Du coup, la compatibilité, elle est importante d'être pas que la compatibilité pour l'appli dans ce cas-là. Parce que les backups qui ont été faits sur un cloud provider, qui a un storage complètement différent de Postgres, on ne peut pas juste reprendre les data files et les faire tourner sur Postgres. Donc il faut se poser la question de, j'ai une base énorme, comment je vais la repasser on-prem si ce n'est pas le vrai Postgres qui est binaire compatible, et aussi les backups. C'est-à-dire que si légalement je dois pouvoir restaurer un backup d'il y a 10 ans, si c'est fait sur un storage qui est complètement propriétaire, je fais comment en fait? En vrai, je ne sais même pas comment faire aujourd'hui. C'est chaud. C'est chaud, mais au-delà d'avoir des exports logiques, si même on-premise, ça ne change rien. On ne fait pas de l'archivage sur un backup. Non, bien sûr, mais même aujourd'hui on-premise, bon courage pour remonter un Postgre 9.4 et restaurer tes données. Ben moi je connais, alors j'en connais pas sur Postgres, mais sur Oracle j'en connais. Et ils gardent les binaires et tout, ils sont tout contents qu'il y ait des VM parce qu'ils faisaient ça avant qu'il y ait des VM aussi. Oui, bien sûr. Mais ce business de la compatibilité de backup, ça a été important. C'est un gros fonds de commerce aussi de continuer à vendre des... Oui, c'est un vrai sujet, bien sûr. Merci Aurélien. Finalement, après, si Parce que justement, par rapport à ça, vous avez une base de 10 Tera, elle doit être online en permanence, donc vous ne pouvez pas l'arrêter, rapatrier un dump, c'est compliqué. Comment vous imaginez ça, confier en vrai, je pense, nous la question du on-prem AD4, on ne se la pose pas véritablement. En fait, on est plus sur le parti pris de si par exemple les législations changent ou autre, on aura plus confiance en la vélocité d'un gros cloud provider, d'un hyperscaler, à se mettre en conformité, notamment avec une architecture qu'on a qui est plutôt décentralisée, où on va juste provider nous les outils qui permettent de déployer de l'infrastructure qui est conforme à ce qu'on attend, mais les utilisateurs sont un peu plus en self-service, où ils utilisent notre outil pour déployer leur infrastructure qui est conforme, mais ils font un peu ce qu'ils veulent. Ensuite, sur ce qu'ils veulent déployer, dans le catalogue qu'on autorise. Donc on a plus en confiance en la vélocité effectivement d'un hyperscaler à se mettre au diapason de nouvelles législations, et donc permettra du coup de migrer plus facilement nos infrastructures là-dessus, que potentiellement ce qu'on aurait pu avoir si on était resté avec des data centers, etc., qui sont quand même des trucs beaucoup plus statiques, on parlait de capacity planning avec des immobilisations, etc. Et au final, le surcoût qui serait engendré, je pense, potentiellement sur de l'on-prem à devoir se remettre en conformité est peut-être moindre que se mettre en conformité en étant déjà sur du service managé et sur du cloud provider. Il y a un truc, depuis le début, sur les deux sujets, on parle surtout du core Postgre, donc effectivement la compatibilité avec, je peux faire la même chose que ce que je faisais avant, on-prem ou pas, mais on ne parle pas de tout ce qui vient à côté, et finalement toute la couche observabilité qui est apportée par les services managés, toute la couche d'automatisation, toute la couche de sécurité, de networking. Tout ça, c'est un vrai gain finalement que les hyperscalers apportent. Il n'y a pas que juste... c'est du Postgre, il y a Postgre, mais il y a tout un truc autour de ça. Après, ils pourraient le donner à la communauté. Sur Aurora, il y a plein de choses pour gérer les plans d'exécution, pour gérer plein de choses, et ça, ils n'ont pas envie de le donner à la communauté. Bien sûr, ouais, ça fait partie du service. Alors que c'est un fork, hein, donc c'est juste une extension qu'ils ont mis sur Postgres, il n'y aurait pas grand chose à faire pour l'avoir. Non, ça fait partie du service propriétaire. Parce que oui. 5 minutes si tu veux faire des questions. Allez, on va faire des questions. Ouais.
On voit de plus en plus, là, dernièrement, la mode, c'est de mettre son stockage sur du S3 et de le distribuer. Est-ce que c'est pas un peu l'avenir de... Je pense à Néon, par exemple. Est-ce que c'est pas un peu l'avenir de Postgres? J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de volumétrie, beaucoup de choses comme ça. C'est qu'on garde l'interface de Postgres frontale et que derrière, un peu comme Yugabyte, en fait, c'est le stockage qui va différencier en fonction des acteurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors S3 pour du data warehouse, peut-être, pour de l'OLTP, ça va être compliqué. Mais effectivement, en Néon, ils ont plusieurs tirs, et donc il y a les données chaudes qui sont en mémoire, moins chaudes qui sont sur disque, et puis après ça peut aller... Mais eux, ils sont plus du serverless, donc ils ont besoin de moins de prédictabilité de performance, et plutôt réduire les coûts. Donc on préfère que ça mette un peu plus longtemps d'aller chercher des données froides, mais de ne pas payer cher pour ça. Sur le LTP, les gens ils préfèrent que ça soit toujours les mêmes performances, quitte à payer des stockages. Mais par contre, je suis d'accord que le gros différenciant maintenant de ces nouvelles offres-là, AlloyDB, Aurora, DSQL, etc., c'est la couche de stockage. Typiquement, AlloyDB, le vrai gros point fort du moteur aujourd'hui, c'est sa couche de stockage, qui notamment permet de ne plus avoir de checkpoint. La génération des blocs, elle se fait plus à travers les walls directement. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont apportées grâce au stockage, et effectivement, je pense que c'est plus ou moins la même chose pour les autres. Ouais, bah, de toute façon, c'est encore l'un des différenciants, parce que bon, ça fait déjà un petit moment qu'on a dévié du doublement de la puissance de calcul tous les X années, la loi de Moore, etc. Là, par exemple, je me rappelle bien, depuis 2016, on a peut-être augmenté les puissances de calcul de 4%, quelque chose dans le genre. Là où on faisait du 20-25% par an il y a encore de ça 15 ans. Donc effectivement, il n'y a plus beaucoup de différenciants. Après, en termes de stockage, tout dépend aussi comment est géré, enfin comment est architecturé un peu toute ton infrastructure. Nous, on a quand même énormément de petites bases de données Postgre. Vu que nos utilisateurs internes à Decathlon sont maîtres de leur infrastructure, ils vont gérer peut-être 2, 3, 4 applis ou endpoint API ou autre. Ils ont généralement pas besoin de grosses infrastructures. Donc en vérité, généralement sur du stockage classique NVMe ou autre, pour du Postgre open source, on atteint des temps de réponse qui sont amplement suffisants. Après, si on parle vraiment de grosse scalabilité en stockage, je peux tout à fait comprendre que des offres distribuées avec du stockage distribué ou autre peuvent être super intéressants. Nous, par exemple, à Decathlon, on n'a pas ce cas d'usage. Nos plus grosses bases de données doivent faire quelques terras là-dessus. On n'est pas sur de la scalabilité à des cinquantaines, centaines de terras ou 200 terras. Nous, on n'a pas ce cas d'usage. Et juste une petite remarque comme ça, vous ne croyez pas qu'avec deux gros cloud providers, AWS, GCP, plus Trump qui veut reprendre le Groenland et le Canal, il ne manquerait pas un gros cloud provider européen? Non, je sais pas. Il n'y en a pas que deux, hein, il y a Alibaba aussi. Ouais, aussi. Lidl aussi. Ils ont commencé à faire du service. Cloud européen. C'est Lidl. Lidl, enfin, je crois que c'est une question. Mais pour le moment, c'est eux qui font des clouds européens, hein, qui font du data sovereignty en Europe. OVH. C'est une question qu'on doit vous poser aussi, les intervenants de la première table ronde aussi, parce que tout le monde en a parlé, du choix de où on va, on a parlé des hyperscalers, et il n'y en a aucun qui s'est posé la question, tiens ok, en France, pourquoi est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce qui lui manque? Pour l'Europe même. Je peux répondre pour Payfit. Payfit, on fait partie du portefeuille de certaines grosses firmes d'investissement qui ont des deals très préférentiels avec Amazon. Donc clairement, juste en étant racheté par une certaine personne avec un gain de capital, notre facture Amazon elle a pris moins 20%. On n'a rien changé. Donc ce genre de truc-là, on est un peu marié financièrement à ce niveau-là. Après, dans le passé, moi j'ai travaillé dans une boîte où on self-hostait tout chez les OVH. C'était pas idéal. Pour niveau fiabilité, par exemple, c'était sur du bare metal. On a eu beaucoup de soucis. Hein. Et c'était avant l'incendie à Strasbourg, par exemple. Mais est-ce qu'il y a des manages Postgres déjà sur OVH? Oui. C'est du Even. Ah oui, ok. Pas sûr d'un. Je pense que la question elle se pose un peu moins pour les entreprises privées que pour
notamment des agences gouvernementales ou autres, où la souveraineté de données est quand même beaucoup plus critique. Et d'ailleurs, c'est quand même un penchant qu'on voit arriver, notamment sur l'adhésion de l'open source au sein d'agences gouvernementales. Je ne sais plus si c'est en 2023 où il y a l'Allemagne qui a décidé de complètement balancer Office 365 au profit de LibreOffice. Il y a quand même des grosses discussions au niveau européen sur potentiellement la constitution d'un OS Linux européen, etc. Donc il y a quand même des grosses demandes là-dessus, mais c'est quand même c'est quand même impulsé par des besoins de souveraineté au niveau des gouvernements ou autres, plutôt que pour les entreprises privées. Mais je pense qu'effectivement, il y a quand même une grosse question à se poser là-dessus. Et on sait qu'en Europe, quand même, on est quand même très enclin à l'open source à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, en termes de communauté, hein. Par exemple, Arduino, c'est européen, c'est italien. Raspberry Pi, pour l'hardware, c'est anglais. Pareil, Linux Torvald pour Linux, c'est un finlandais, etc. Donc, je pense qu'on a quand même une appétence à ce niveau-là pour l'open source et en fait le passé proche, là, 2022, 2023, 2024, on voit de plus en plus d'initiatives sur repartir sur de l'open source, etc. Ça, effectivement, annonce, je pense, quand même quelque chose pour la souveraineté donnée et potentiellement un cloud provider européen. Mais le marché européen est tellement petit. Moi, je vois ça, j'ai fait du consulting en Europe, en fait. Ce qui, pour moi, étaient des gros clients. Maintenant que je bosse pour une boîte qui a des clients aux États-Unis, bah, les gros clients que j'avais en Europe, c'est des ridicules par rapport aux États-Unis, quoi. Et c'est problématique, hein, parce que ça ne veut pas dire que ce pas des clients intéressants. Je vous propose de continuer la discussion autour d'une bière. Donnez-moi 5 minutes et puis je sors tout ce qu'il faut. Merci en tout cas.